Bonsoir à tous. Alors, on se trouve dans une situation un petit peu compliquée de jouer les vedettes américaines en sachant qu'il n'y a pas de vraies vedettes après. Donc, on espère tous qu'on va être à la hauteur de la question qui nous est posée. Question qui est difficile parce qu'on demande souvent aux experts de prédire l'avenir ou en tout cas de se livrer à un travail prospectif, ce qui est souvent difficile. Et d'une certaine manière, je dirais que plus sérieusement, ce qu'on essaye de faire les uns et les autres, universitaires, think tankers, chercheurs, c'est pas tant de prédire l'avenir, mais ou d'ailleurs les analystes dans les ministères, c'est pas tant de prédire l'avenir que de donner pas le quand mais le possible. D'une certaine manière, on est un petit peu comme des sismologues qui peuvent dire à tel endroit un tremblement de terre est possible, mais qui ne vont pas dire ce tremblement de terre interviendra pendant la première semaine de juillet de l'année 2015. Donc on est évidemment dans un contexte difficile. Alors par rapport à tout ça, et ce qui d'ailleurs m'amène à porter un jugement pas toujours trop sévère sur les travaux prospectifs précédents et les réflexions de ce type. Quand on regarde les deux derniers livres blancs, par exemple, sur la défense et la sécurité nationale, ils avaient identifié un certain nombre de thématiques sensibles, de régions à risque, de développement préoccupants, sans pour autant nécessairement prédire les révolutions arabes, la crise ukrainienne ou d'autres développements. Et c'est là qu'on voit bien la ligne de crête sur laquelle on marche et on réfléchit. En réfléchissant à 2015, la première idée que je voulais vous suggérer, c'est que je pense que, et là on est un petit peu dans la poursuite d'une tendance lourde qui me semble appelée à s'amplifier, qui est la nécessité pour nous, collectivement, analystes mais aussi gouvernement, de penser la simultanéité des crises. Et cette grande difficulté qui est le fait qu'en réalité, face à un schéma qui reposait sur un ou deux adversaires identifiés, une ou deux crises qu'on traitait l'une après l'autre et rarement simultanément, on se trouve de plus en plus devant des crises qui sont marquées à la fois par leur extrême diversité et leur très grande simultanéité. Finalement, on se serait livré au même exercice en janvier 2014. On aurait sans doute déjà parlé d'Ukraine, la crise était devant nous, mais est-ce qu'on aurait envisagé le retour de la guerre en Europe, d'une forme de guerre classique en Europe? On aurait évidemment parlé du Levant, du Proche-Orient, de la Syrie, mais est-ce qu'on aurait imaginé que les développements autour de Daesh auraient amené au retour des États-Unis en Irak, avec une administration Obama dont l'objet était de retirer les troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan, et qui aujourd'hui mène une troisième coalition en Irak et en Syrie, et là aussi, et tout ça simultanément évidemment. Est-ce qu'on aurait pensé qu'on verrait, alors en 2015, le retour du terrorisme, et quel terrorisme en France, et ce que ça voulait dire sur la manière dont on pensait cette menace, dont on s'était peut-être un peu trop habitué à imaginer qu'elle ne pouvait pas toucher, en tout cas avec une telle ampleur, le territoire national. Et tout ça dans un contexte où, si on regarde les choses vues de Paris ou vues de Washington, on doit en permanence gérer ces crises simultanées. La chaire va consacrer une grande partie de ses travaux de cette année à l'Asie. L'année 2014 a été aussi une année de tensions asiatiques, de tensions en mer de Chine, et qui nous ont... et pour ça, on voit l'extrême difficulté pour les décideurs de penser et de gérer cette simultanéité. Et donc, il me semble qu'on devra de plus en plus penser l'hypothèse de crises multiples et simultanées, qui sont difficiles à gérer pour le décideur, difficiles à gérer pour nos médias et nos opinions publiques, qui ont tendance à passer de l'une à l'autre. Et ça, c'est une exigence compliquée, c'est-à-dire de continuer à réfléchir à comment sortir de la crise ukrainienne, alors même qu'on est aujourd'hui préoccupé à juste titre par le terrorisme, de ne pas oublier, dans la littérature stratégique officielle et
et académiques françaises, on parle beaucoup d'Asie. Aujourd'hui, ça paraît très loin de nos écrans radars, mais comment continuer à y penser? Et tout ça, c'est une exigence énorme. Alors, et c'est à mon avis ce à quoi on va faire face, c'est-à-dire en réalité un approfondissement de la crise ukrainienne. Tous les événements et le fait que dans une ambiance de cessez-le-feu, on est dans de cessez-le-feu formel, on a chaque jour des pertes, des combats dans le Donbass qui sont une cause de préoccupation. On voit la poursuite de l'écroulement du système au Levant. Et ça, je crois qu'on est au-delà et on est dans quelque chose qui est sans doute une image qu'on emploie, qu'on entend souvent quand on réfléchit sur ces questions, c'est une image de guerre de 30 ans. Alors, comme le disait hier quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans ces affaires, on peut espérer que les 25 premières années de la guerre de 30 ans sont derrière nous et qu'on n'est pas au tout début. Mais de fait, on est manifestement entré dans quelque chose qui a cette ampleur en termes de reconstruction du Moyen-Orient et une incapacité en réalité à revenir en arrière. Je crois que c'est ça le maître mot. Et je pourrais continuer la liste, comme le Gauthier l'a fait, des zones d'instabilité et d'insécurité qui nous entourent. Au fond, c'est un défi pour l'Europe que je voudrais évoquer, qui est que l'Europe elle-même, qui s'était pensée comme une zone de paix et avait pensé son environnement comme étant en paix, se trouve confrontée à la réalité du retour de la guerre à ses frontières, et à ses frontières à la fois sud, sud-est et est. Cette simultanéité n'est pas, deuxième point, seulement la simultanéité des crises, c'est la diversité de la nature de ces crises, avec finalement toute la gamme allant de crise diplomatique et la crise iranienne, jusqu'à des crises militaires pratiquement de haute intensité, dans lesquelles l'engagement de l'outil militaire se fait à un rythme très élevé et avec le retour. On a beaucoup parlé cette année de guerre hybride, mais la guerre hybride, c'est le mix entre des formes de guerre nouvelles et différentes mettant en jeu le cyber, les forces spéciales, etc., mais aussi de la guerre classique, comme on l'a vu sur un certain nombre de théâtres d'opération. Donc on est devant un véritable défi pour nos leaders, défi pour nos diplomaties, défi aussi pour nos armées, et ça va être un des débats, c'est-à-dire de gérer finalement cette surchauffe, et ça c'est peut-être un des points intéressants alors qu'on rentre un peu à mi-parcours du livre blanc, et de penser sur ces questions à la fois de format, de capacité, si nous sommes en mesure de gérer non pas la crise majeure, mais la simultanéité de beaucoup de crises d'ampleur conséquente. C'est enfin, et je voudrais terminer sur une note peut-être un tout petit peu plus optimiste, une année intéressante et décisive pour l'Europe à différents égards. D'abord, il me semble que la nouvelle équipe qui s'est mise en place à Bruxelles doit et montre qu'elle veut regarder en face un certain nombre de défis stratégiques. Je trouve qu'il n'est pas inintéressant que le nouveau président du Conseil européen, M. Tusk, ait maintenu le souhait de tenir un Conseil européen sur les questions consacrées aux questions de défense. Ce sera la deuxième fois en 18 mois que les dirigeants européens se réunissent sur cette question et planchent sur ce sujet. Ce n'est pas quelque chose la dernière fois, il s'était écoulé 5 ans entre deux conseils européens consacrés à la défense. Ça nous dit quelque chose de l'ambition du nouveau leadership européen. C'est aussi une année où va se poser, et Mme Mogherini l'a annoncé, la question d'un travail sur la stratégie européenne de sécurité. Ça peut paraître très anecdotique et anodin, mais nous savons que quand l'Alliance Atlantique travaille sur son concept stratégique, quand la France travaille sur son livre blanc, c'est aussi une occasion de regarder en face tous ces défis. Deuxième point, et j'en ai bientôt terminé, c'est l'occasion d'un débat sur les moyens. L'an dernier, au sommet de l'OTAN, tout le monde s'inquiétait de la chute des moyens consacrés à la défense par les pays de l'Alliance Atlantique, et dans le même temps, en 2014, 21 des 28 alliés de l'OTAN ont baissé leurs dépenses militaires. C'est une question qui, cette année, va être, je pense, une question intéressante si on veut que les Européens soient là. Et enfin, d'une manière plus générale, et je termine sur cette dernière phrase, je crois qu'on est réellement entré
dans la nécessité de penser l'après-guerre froide, qui est un monde assez différent, qui n'est pas le retour à la guerre froide, comme certains voudraient nous le faire penser, mais qui est un monde dans lequel, finalement, l'idée d'un monde plus stable et plus coopératif n'est pas le monde dans lequel nous sommes, disons, en tendance plus stable et plus coopératif, n'est pas le monde dans lequel nous sommes en train nécessairement d'entrer, et c'est un défi pour l'année 2015. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci. C'est pas moi. Amiral, vous avez 5, 7 minutes, 10 minutes. C'est à vous. Ouais. Je vous en prie. La mauvaise nouvelle, c'est que je parle en 3e position. La bonne nouvelle, c'est que je parle en 3e position et non pas en 9e. Du coup, beaucoup de choses ont déjà été dites et je vais pouvoir éventuellement couper un peu dans les virages, comme on dit dans notre jargon militaire. Écoutez, moi, ce que je voudrais juste vous dire en 3 points, c'est d'abord que, comme le disait d'ailleurs Camille, dans l'analyse, on ne s'est pas trop trompé. Le livre blanc, le dernier en particulier, avait bien mentionné un certain nombre de choses que l'on voit tous les jours aujourd'hui. On voit en particulier ce qu'on appelle les menaces de la force. Les menaces de la force, c'est ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe aussi dans une certaine mesure en Asie du Sud-Est avec la Chine. Nous avons aussi les risques de la faiblesse que l'on voit tous les jours, que ce soit en Afrique, en Irak, en Libye évidemment, c'est aussi en Afrique, et puis demain pourquoi pas au Yémen. Et puis nous avons les conséquences de la mondialisation, avec toutes les affaires de terrorisme, de cyber et de propagande, etc. Cette analyse, elle doit nous conforter dans le fait que nos choix capacitaires, nos choix de modèle de défense ont plutôt été bons et courageux. Nous avons, comme vous le savez, nous avons des grandes missions stratégiques, la dissuasion. Je pense que dans un monde aussi instable, à mon avis, elle n'a jamais été aussi pertinente. Les opérations extérieures, Dieu sait que la France y participe avec brio, ce n'est pas forcément le terme, parce que c'est toujours des opérations qui sont d'abord un échec dans la mesure où on aurait dû les éviter au niveau géopolitique, mais on est certainement parmi ceux qui intervenons le mieux, le plus vite, le plus rapidement. Enfin, nous avons aussi, dans ce concept de sécurité et de défense, toujours expliqué qu'il y avait un vrai continuum. Vous le voyez aujourd'hui, 10 000 hommes qui sont en renfort des forces de police, eh bien, c'est parce qu'on l'avait prévu également dans notre modèle d'armée. Ça, c'est donc le fait que l'analyse était bonne. Maintenant, et là je rejoins Camille, là où nous avons été surpris, c'est par la simultanéité, par la concomitance d'un certain nombre de crises, et nous n'avions pas imaginé en 2012-2013 que nous aurions tant d'affaires en cours à gérer. Et ça me permet d'aborder mon second point, c'est qu'aujourd'hui, nos armées, quelle que soit l'excellence du modèle, ou en tout cas la pertinence du modèle, elles sont un peu en surfusion. Alors toi tu dis surchauffe. Moi je pense qu'on est un peu en surfusion. Alors je vais vous dire en quelques mots pourquoi. Dans le livre blanc, il était prévu donc 10 000 hommes pour le soutien au niveau intérieur, et de 6 à 7 000 hommes pour 2 ou 3 théâtres d'opérations extérieures en permanence. Aujourd'hui, on est au-delà. On est largement au-delà, j'y reviendrai rapidement après. Et puis, on avait prévu 12 avions de mémoire, une douzaine d'avions de chasse aussi. On est largement au-delà également. Quand vous regardez ce que nous avons actuellement en Afrique et en Irak, nous sommes au-delà. Et donc, certes, nous avons un système un système pertinent, un modèle d'armée pertinent. Certes, nous avons conservé la capacité d'intervenir loin et vite, ce qui est unique en Europe, je le dis avec force, ce qui est maintenant unique en Europe. Je rappelle les Américains qui sont bien sûr hors concours, mais en Europe, il n'y a que nous qui avons cette capacité. Mais nous sommes dans une situation où, en gros, comme disait le SEMA il y a quelques jours, nous avons 30 000 hommes dehors. Alors dehors, en France pour certains, mais en opération. Et un modèle d'armée, c'est fait pour durer. Et donc le problème, c'est que si on doit durer dans ce système indéfiniment, on va avoir des vrais problèmes. Je vais y revenir tout à l'heure pour la conclusion. Alors, donc une analyse juste, mais une surprise par la simultanéité. Que faire demain? Que faire en 2015? Je crois que la première chose, c'est de voir comment on va pouvoir durer. C'est Camille qui disait aussi qu'on est parti pour 30 ans, peut-être 25 si la guerre de 30 ans a commencé il y a 5 ans, mais il va falloir durer. Et durer, et là je vous le dis avec force comme militaire, durer, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'impasse sur notre modèle actuel. Il faut tous le défendre. Il est en surfusion ou il est à la limite
de ce qu'il peut faire, mais s'il baisse, là, il est certain qu'il ne sera plus adapté du tout. Et quand on regarde autour de soi, on peut, à moyen terme, se dire que peut-être certains vont se réveiller, mais à court terme, il y a des gros efforts à faire dont on ne verra pas les éléments avant quelques temps. Et donc aujourd'hui, on est un peu seul, en Europe en tout cas, avec quelques partenaires, mais qui ne sont pas à notre niveau. Et il faut à tout prix que l'on maintienne au moins ce qu'on sait faire aujourd'hui. Deuxième chose qu'on doit faire aussi, c'est ne pas que se focaliser sur les crises en cours. Si on oublie le reste, la France ne serait plus la France. Si on oublie l'Asie, dont on a parlé beaucoup, si on oublie l'Asie et tous les risques aussi potentiels là-bas, on ne fait pas notre travail. Et on doit éviter à tout prix de se focaliser sur les crises actuelles et ne pas oublier de penser au reste. De penser au reste à la fois géographiquement, comme je l'ai dit, l'Asie, mais aussi temporellement. Que seront les moyens demain ? Que seront les nouvelles technologies qui vont encore une fois surprendre ? C'est ce qu'on appelle le risque stratégique ou le risque stratégique dans nos affaires. Eh bien, c'est, je ne sais pas, les capacités qu'on appelle nivelantes. Alors, les drones, la robotisation, etc. C'est aussi tout le domaine spatial. Autant de ruptures potentielles pour demain. Nous avons été surpris, nous le serons encore. Donc il faut à tout prix qu'on se force à réfléchir sur le futur. Et donc pour terminer, moi je vois 4 points pour 2015. Le premier point, c'est répondre aux risques et aux menaces actuelles, comme on le fait, avec l'excellence qu'on le fait, enfin avec l'excellence de nos forces armées actuelles et de nos forces aussi de sécurité, mais en prenant très très soin de gérer ça dans la durée. Une armée, c'est fait pour avoir un cycle opérationnel. Si vous consommez tout le monde, c'est comme votre voiture en fait. Si vous ne faites pas de visite, votre voiture elle finit par s'arrêter. Une armée, c'est fait pour se régénérer. Et aujourd'hui, on est à la limite de la régénération et il est essentiel qu'on le dise. C'est facile de dire brutalement je mets 40 avions. Le problème, c'est de savoir combien de temps 40 avions sur un théâtre, combien de temps je vais durer avec 40 avions. Ça coûte très cher, ça coûte de l'entraînement, etc. Donc ça, c'est important, c'est un défi majeur pour les forces armées françaises cette année. Deuxième point, c'est ne pas oublier le reste, ne pas oublier les crises autres potentielles, ne pas se focaliser sur ce qu'on doit faire pour régler les choses aujourd'hui. Il faut le faire évidemment, mais il faut continuer, et on compte beaucoup sur vous bien entendu ici, continuer à réfléchir au loin temporellement et géographiquement. Il faut réfléchir sur les choses qui nous ont surpris, sans trop nous surprendre, mais qui nous ont surpris par l'intensité avec laquelle ils ont été employés, en particulier tout ce qui est le cyber. Il faut réfléchir à Internet. Il faut réfléchir à tout ça parce que nous avons été surpris par des gens qui ont réfléchi avant nous à la façon d'utiliser justement leurs points forts contre nos points faibles et inversement. Et ça, c'est important que réellement, technologiquement, on fasse bouger les lignes aussi dans ce domaine-là. Et puis, il ne faut pas réfléchir que militairement. Il faut réfléchir globalement. Il faut faire comprendre cette année, l'année prochaine, aux perturbateurs, et vous voyez bien à qui je fais allusion, aux perturbateurs qu'ils ont des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, elles peuvent être économiques, elles peuvent être politiques, elles sont dans différents domaines. Et il faut vraiment avoir une approche globale. Ce qui se passe au niveau économique en Russie doit vous y faire un bon exemple. Et enfin, et je terminerai sur cette note positive, nous avons une crédibilité, nous la France. Nous avons une voix qui porte. Et vraiment, je pense qu'en 2015, nous avons une occasion de démultiplier notre influence, nos actions d'influence. Alors, en particulier, Camille en a parlé au niveau européen, mais pas qu'au niveau européen, au niveau de l'OTAN également, au niveau bilatéral. Nous avons un poids aujourd'hui par notre crédibilité qui doit nous inciter à être influents de façon à ne pas être seuls. Je ne dis pas que nous sommes seuls, mais nous sommes parfois un peu seuls. Et les autres pays, nos voisins, commencent à prendre conscience. Encore faut-il les motiver, leur dire que ce n'est pas si compliqué. Non pas suivez-nous parce que ce serait un peu présomptueux, mais venez avec nous et on sera plusieurs et on pourra sans doute partager un peu mieux le fardeau. En particulier quand on pense à l'Afrique, je pense qu'il y a tout un champ en la matière où il faut à tout prix que nous soyons plus influents. Je vous remercie. Merci merci Amiral, c'était très bien. On essaye de garder du temps pour que la salle puisse, après, si elle le souhaite, poser des questions. Bruno Tertrais, Bruno, tu as la parole. Prends plutôt ce micro. Merci, je suis ravi de participer à ce tour de champ stratégique, à ce radio-crochet universitaire. Je pense que la prévision stratégique a tout de même un tout petit peu plus de crédibilité que la prévision boursière.
mais pas beaucoup plus que la prévision économique. Je regardais cet après-midi le rapport qu'avait publié en 1990 un organisme qui a été pionnier dans ces grands rapports de prospective, c'était le National Intelligence Council. Je regardais ce qu'ils écrivaient en 1990 pour 2015. Et alors, il disait, parmi les éléments, c'était tout de même un rapport intelligent, et d'ailleurs la méthode a été affinée depuis. L'Iran aura probablement la capacité de menacer directement les États-Unis. La Russie sera caractérisée par une grande stabilité, par une très grande instabilité intérieure. Ça sera un pays faible. Rien sur l'hypothèse du terrorisme stratégique. Et rien non plus sur l'hypothèse de nouvelles découvertes et de l'utilisation des technologies qui pourraient radicalement bouleverser la donne énergétique. Donc on ne pouvait pas forcément prévoir l'importance prise par les gaz de schiste et les pétroles de schiste, mais en tout cas affirmer que naturellement le Golfe Persique resterait en 2015, c'est une évidence, de très loin le premier producteur d'hydrocarbures, c'était probablement un petit peu ambitieux. Alors, 3 points. D'abord ce qui est certain pour 2015, ensuite les points d'interrogation sur ce qui est certain, et enfin les points d'interrogation sur les crises que nous ne connaissons pas encore. C'est l'une des choses intelligentes, parce que c'est un homme intelligent, même s'il a fait beaucoup de bêtises, que disait Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire d'État, secrétaire à la Défense américain. D'abord les 3 crises majeures dont on peut dire avec certitude que l'on sait qu'elles ne seront pas définitivement réglées, en tout cas pas réglées pour le long terme. La crise ukrainienne, bien sûr, la crise qu'on va appeler celle de l'arc de crise djihadiste, si vous voulez. Le concours d'intelligence sur le vocabulaire de ce qui se passe en ce moment continue. Et puis la crise du nucléaire iranien, parce qu'elle est aussi structurante. À partir de là, des points d'interrogation, ou plutôt des scénarios sur ce que peuvent devenir ces 3 crises. D'abord, sur l'Ukraine, Vladimir Poutine choisira-t-il la fuite en avant, le gel du conflit ou le recul? Interrogation aussi sur le nucléaire iranien. Alors, je ne pense pas qu'il y aura un accord sur le nucléaire iranien cette année. Et surtout, je pense que si jamais il y avait un accord, que ça ne signifierait pas, pour tout un tas de raisons, la réconciliation, entre guillemets, je ne savais pas que c'était une brouille, mais la réconciliation des États-Unis et de l'Iran. Mais je crois que les scénarios, c'est poursuite de l'accord intermédiaire, reconduction de l'accord intermédiaire, fin du processus diplomatique, ou peut-être évolution politique en Iran, on ne sait jamais, on peut toujours avoir des surprises, ce qui m'amène à mon 3e et dernier point, les points d'interrogation sur les crises que nous ne connaissons pas encore, les inconnus, les unknowns. Nous avons connu pas moins de 3 surprises stratégiques en 2014, l'annexion de la Crimée, la progression, l'ampleur de l'expansion géographique et médiatique et en termes d'influence de Daesh, et puis je voudrais rappeler aussi l'attaque contre Sony, ça a été un petit peu moins vu. Enfin, ça a été vu, mais je crois qu'en termes d'importance stratégique, si on prend la stratégie dans son ensemble, c'était un événement tout à fait considérable. Il est donc raisonnable de penser qu'il y en aura d'autres. Attention, on utilise parfois ces termes de rupture et surprise un petit peu presque comme des synonymes. Pour moi, c'est différent. Les ruptures ne sont pas toutes des surprises. Par exemple, ce qui s'est passé en France est probablement une rupture pour notre pays, mais ça n'était pas véritablement une surprise stratégique. Et puis il y a aussi des surprises qui ne sont pas des ruptures. L'attaque contre Sony dont je viens de parler a surpris par son ampleur, mais on ne peut pas dire que ça soit forcément une rupture stratégique. Et puis j'en terminerai par là, parmi les bonnes nouvelles possibles en Asie, puisque notre intérêt cette année avec la chaire va se focaliser notamment sur l'Asie, je pense à un nouvel essai nucléaire nord-coréen, à un nouvel attentat en Inde du type de celui qui a eu lieu en 2008 et qui là déclencherait presque à coup sûr une crise majeure et peut-être même une guerre conventionnelle entre l'Inde et le Pakistan. Et puis bien sûr la crise que l'on attend malheureusement depuis longtemps mais qui pourrait finir par arriver. Un accident est vite arrivé en mer, vous le savez bien, amiral, même si la marine chinoise et la marine japonaise se comportent différemment des marines françaises et britanniques. Je crois que le risque de heurt en mer de Chine orientale, en mer de Chine du Sud, je ne suis évidemment pas le premier à le dire, reste quelque chose, une hypothèse à laquelle nous devons malheureusement prêter la plus grande attention. Merci à tous. Merci Bruno. Isabelle Soubès-Berger. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais faire un petit pas de côté, je vais un petit peu me décaler puisque je vais vous parler de l'espace, l'espace circumterrestre, celui qui est au-dessus de notre tête, celui qui est mon champ de recherche.
Alors, l'espace, mais il a été indirectement évoqué déjà dans 2 des exposés en parlant de cyberspace. Alors, le cyberspace, c'est pas l'espace, mais c'est vrai que l'espace en est le substrat et l'infrastructure. L'espace, il est présent partout. Il est présent dans les télécoms, dans l'observation, dans la navigation. Et je dirais qu'il correspond aujourd'hui à la fois au développement. Un certain nombre de pays comme la Chine ou l'Inde font d'abord de l'espace pour atteindre un statut de pays pleinement développé et comparable aux très grandes puissances, mais il est aussi évidemment un élément crucial de la sécurité, une sécurité qu'on va pouvoir décliner de différentes façons. Certes, une sécurité qui correspond à un enjeu militaire, mais aussi à la sécurité environnementale, qui est un des défis pour nos sociétés de plus en plus important aujourd'hui. Et je dirais que finalement, l'espace est devenu tellement partie intégrante de notre vie qu'on a pu parler, alors bon, je suis géographe, donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, mais on a pu parler de la recréation d'un monde clos et d'un développement avec la fin de la géographie terrestre, avec la conquête de l'Antarctique, finalement, d'une nouvelle géographie qui part cette fois à la fois dans les profondeurs avec l'océan et puis au-dessus avec l'espace. Alors, tout ceci, tout ce que je décris, un espace qui est maintenant un des éléments cruciaux de la vie de tout le monde, et donc à ce titre-là un élément important des questions de sécurité, tout ceci existe et s'est mis en place depuis le milieu des années 90, après la fin de la guerre froide, et donc n'est pas le résultat d'une rupture stratégique et n'a même pas directement contribué à cette rupture stratégique. Aujourd'hui, pour 2015 et peut-être un petit peu au-delà, quand même, l'avantage avec des sujets technologiques, c'est que comme il faut 5 à 10 ans pour que des programmes se développent, ça vous donne quand même un petit peu de marge pour voir arriver, je dirais, les évolutions de situation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord des éléments de continuité. Les États-Unis représentent dans ce domaine plus que dans tout autre le schéma de l'hyperpuissance dans toute sa splendeur. On peut bien sûr dire que le budget européen est le deuxième budget. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le budget spatial américain se situe au-delà de 40 milliards de dollars, que le budget européen atteint 6 milliards de dollars. En fait, un rapide calcul de tête, vous voyez ça depuis le début de l'ère spatiale avec un écart à peu près équivalent et vous avez une idée de pourquoi aujourd'hui les États-Unis peuvent considérer que l'espace est en quelque sorte leur nouvelle frontière, est en quelque sorte leur champ naturel d'expansion, ce qui n'est pas évidemment sans poser un problème de fond puisque depuis le traité de 1967, l'espace appartient à l'humanité et ne peut nullement être approprié. Dans les éléments de continuité, très rapidement, je maintiendrai la stabilité, c'est le cas de l'Europe, c'est le cas du Japon. On se maintient très très loin en dessous, en particulier évidemment pour tout ce qui est espace militaire. La France ayant dans ce domaine une place à part, puisque nous sommes un des rares pays à avoir un spatial militaire réel et depuis quelques années. Dans les enjeux classiques, je citerai la remontée en puissance de la Russie, qui est difficile, qui est longue, mais qui est absolument fixée et qui, peut-être avec quelques délais, mais finalement remontera sans doute la Russie à un rang probablement moins équivalent à celui de l'Europe et peut-être au-delà, c'est à voir. Et puis en croissance, la Chine et l'Inde. Vous remarquerez que je n'ai pas passé la Chine avant la Russie. Dans le domaine du spatial, c'est volontaire. Et je pense qu'il est bon de ne pas tomber dans les pièges classiques, qui est cette espèce d'image d'une Chine super conquérante, qui dans le domaine spatial n'en est pas encore là. Et je pense que justement, la chaire avec les enjeux asiatiques cette année nous mettra aussi une image plus relative de la Chine et je pense que c'est intéressant. Des éléments de rupture, c'est des éléments de rupture plutôt techniques et je pense que ça c'est important à souligner. Ce sont des lanceurs légers, des lanceurs de plus en plus commerciaux, des lanceurs dits privés, bon si on avait le temps on pourrait en parler, mais en tout cas des lanceurs qui vont certainement permettre grâce au développement de petits satellites à de plus en plus de pays d'utiliser l'espace. Et en ayant des satellites, en étant propriétaire de satellites. Et pourquoi c'est important du point de vue des enjeux stratégiques? Parce que ça veut dire que la dualité va devenir un élément crucial de la réflexion dans le domaine des politiques spatiales. Or, aujourd'hui, s'il y a bien un enjeu directement par rapport à cette chaire qui nous intéresse, c'est la question de l'armement de l'espace, de la weaponization, c'est puis reprendre le mot anglais, puisque la question d'armement et de militarisation en français pose problème, dans la mesure où il y a déjà des satellites militaires. Il y en a beaucoup, même s'ils sont essentiellement américains. Cette question de l'armement de l'espace, c'est une question cruciale sur laquelle on se focalise de plus en plus. Je pense que ça fait partie des questions que nos précédents intervenants évoquaient comme celles qu'il ne faut pas oublier, même si ce ne sont pas celles qui sont le plus à l'ordre du jour. Et là, je pense qu'il y a de véritables enjeux pour l'Europe, enjeux en termes de capacité à détecter, de capacité à suivre, de capacité à prévenir justement des utilisations possibles d'armement dans l'espace, c'est-à-dire de lutte anti-satellite. Cette perspective, elle est cruciale et c'est ça que je voulais essayer de
précisée pour tous les usages futurs. Elle est cruciale pour le développement des nations, elle est cruciale pour la commercialisation et l'enjeu économique et le soft power qui est derrière. De ce point de vue-là, je pense qu'en termes de politique internationale et de relations internationales, ça crée une nouvelle donne dans laquelle les États-Unis sont sans doute plus isolés que jamais. Parce que si l'on regarde ce qu'est le statut de l'occupation de l'espace aujourd'hui, il y a une telle prédominance, une telle avance et une telle supériorité des États-Unis par rapport à tout le reste du monde que les enjeux que représente pour eux la sécurité dans l'espace n'ont absolument rien à voir avec les enjeux qu'ils représentent pour d'autres. Je prendrai un exemple qui est celui de la Russie. La Russie, du temps de l'Union soviétique, a essayé de faire jeu égal avec les États-Unis. Elle l'a fait en termes de moyens utiles, pas en termes de capacité et pas en termes de satellites, mais en tout cas en termes possibles d'usage, même s'ils étaient un peu dégradés. Mais aujourd'hui, si vous regardiez le poids du spatial dans la puissance russe, vous vous apercevrez qu'il est minime. Et donc les enjeux d'une guerre dans l'espace sur des systèmes spatiaux américains remettent en cause la puissance globale américaine, mais les enjeux d'une guerre dans l'espace ne remettent pas en cause la puissance russe ou la puissance européenne, directement. Donc là, il y a pour les États-Unis un point extrêmement important qui est ce point de la nécessité de contrôler cet espace. Et il y a pour tous les autres pays une vraie question qui est de savoir si on peut ou pas laisser un seul partenaire contrôler l'espace pour tous. Donc je pense que j'ai dû à peu près atteindre mes 5 minutes. Donc je terminerai en disant qu'il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer. L'Europe fait ce qu'elle peut pour essayer d'imaginer des codes de bonne conduite. Il est peu probable que, compte tenu des enjeux américains, elle parvienne vraiment à les dissuader de poursuivre dans une voie d'un spatial militarisé virtuel. Hein. Je tiens à insister, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas s'il y en a, elles ne sont pas utilisées, d'armes dans l'espace directement, mais il y a des assats virtuels et aujourd'hui une réaffirmation par la Russie d'un souci là aussi de se remettre à niveau. Donc on peut imaginer différents scénarios, il faut toujours les penser comme imbriqués dans d'autres enjeux, certes, ces enjeux qui viennent d'être évoqués ici, mais je pense que quand on évoque les autres enjeux, c'est bien aussi de garder en tête l'enjeu du spatial. Merci. Merci Isabelle. Je vais passer la parole à Yves Boyer. Je rappelle, parce que comme tout ça est un peu impromptu, que vous pouvez ou vous pourrez aller sur le site de la chaire, à la fois pour avoir communication des références bibliographiques des intervenants d'aujourd'hui, et puis le texte ou le contenu de ces interventions qui sont par ailleurs qui sont enregistrées. Et puis, au fur et à mesure de leur contribution aux travaux de la chaire, ces travaux sont édités et vous y avez donc un accès libre à travers le site de la chaire. Yves Boyer, tu as la parole. Yves, merci. Merci Louis. Partons de la troisième économie au monde, le Japon. Et le Japon présente des risques énormes pour la stabilité financière internationale. Le Japon perd 1 million d'habitants par an. Le Japon a un déficit commercial qui a doublé entre 2012 et 2013. Il est de l'ordre de 115 milliards de dollars. Le Japon a un déficit budgétaire de 7,6% de son PIB. Alors quand en Europe, on voit que la Grèce nous pose des problèmes parce que le déficit est à 7%, on voit ce que c'est au Japon. La TVA a augmenté, l'inflation est là, le revenu réel des Japonais baisse, la consommation baisse, l'épargne des Japonais baisse et surtout, on a une dette publique du Japon qui atteint aujourd'hui 245% du PIB, c'est-à-dire 2 années et demie de production. Alors les économistes ne sont pas tous d'accord, mais ils estiment qu'à partir de 250%, un pays est en défaut de paiement, ça veut dire en faillite. Le seul pays qui a atteint ce seuil, c'est le Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes et après la Seconde Guerre mondiale. Et le Royaume-Uni, avec l'aide des Américains, a réussi à s'en tirer. Mais le Japon, lui, rien n'indique qu'il puisse se tirer de cette situation. Et si je puis dire, il plonge, nous plongerons avec lui. C'est-à-dire que la crise financière qu'on a connue en 2008-2009 sera sans commune mesure avec celle qu'on pourrait connaître si le Japon s'effondre. Alors dans cette hypothèse, on voit que la zone euro pourra connaître une crise majeure et ipso facto, tout ça aura des retentissements sur notre effort de défense. Alors là, dans cette hypothèse, je pense qu'une réflexion générale sur la politique de défense de la France s'impose.
D'autant plus, et là je vais rompre avec le consensus qui existe jusqu'à présent, d'autant plus que notre modèle est à bout de souffle. Quelle est la place de nos alliés dans notre politique de défense? À mon avis, c'est à revoir. Nos ambitions sont à revoir, nos ressources sont à revoir, les structures internes du ministère sont à revoir. Et puis, je dirais que nous, Français, on souffre d'une maladie qui n'est pas honteuse, mais qui est dangereuse, c'est l'interventionnite aiguë. Alors, on a été en Libye, on est revenu de Libye, il a fallu aller au Mali, et puis du Mali, il a fallu aller en RCA. Et puis en RCA, on s'est dit, on va peut-être aller bombarder les Syriens. Alors, on ne l'a pas fait parce que les Américains nous ont dit non. Et puis, de la RCA du Mali, il a fallu aller au Tchad, et maintenant on est au Niger. Et au Niger, on va vers le nord-ouest, le nord-est du Niger. On va à Madana, c'est-à-dire qu'on contrôle la passe de Salvador, par laquelle passent les djihadistes qui viennent de Libye. Alors est-ce qu'on va aller en Libye? Enfin, on est animé de cette interventionniste aiguë, alors même que nos partenaires européens nous regardent un peu esbaudis en se disant, mais qu'ont les Français, maladies sont-ils atteints? Peut-être qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi nous on fait ça et eux ne le font pas. Alors on dit tout de suite ils n'ont pas des moyens, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un questionnement à faire du côté français. Alors si on voit cette crise financière qui pourrait être provoquée par l'effondrement du Japon, notre politique de défense qui est à bout de souffle, alors que faire? Il faut évidemment peut-être s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la politique de défense pour la France au début du XXIe siècle. Alors partir des acquis et des réflexions existantes, c'est beaucoup trop confortable, même si cela peut se justifier. Alors c'est peut-être justifié pour la stratégie des moyens, c'est pas justifié avis pour ce qui a trait aux fondements politiques et stratégiques qui sous-tendent notre politique actuelle. Et à cet égard, ni les acquis, ni les instruments de référence, la LPM, le livre blanc, ne devraient être considérés comme immuables, nonobstant leur utilité et leur intérêt actuel. Donc, crise financière qui pourrait arriver en 2015, notre façon de penser la défense qui est un peu à bout de souffle, une scène internationale qui est quand même un petit peu difficile à décrypter. Alors, je veux pas, on l'a évoqué, simplement je voudrais rappeler l'amenuisement du poids relatif des États-Unis sur la scène internationale pour des raisons qui tiennent autant à la montée en puissance de puissance majeure qu'aux évolutions internes de ce pays. Apparition probable d'une coalition floue potentiellement très consistante autour du rassemblement. Ébullition continue du monde arabo-musulman, on en a parlé, équation africaine tout à fait contradictoire, inexistence de l'Union européenne comme acteur stratégique en matière de sécurité. S'il se confirmait que nous n'allons pas livrer les Mistral à la Russie et que, ipso facto, les Indiens achètent des Sukhoi 30 en lieu et place des Rafales, ça signifierait un fiasco de notre politique d'exportation d'armement. Donc tout ça fait beaucoup et justifierait une révision en profondeur de notre politique de défense qui pourrait être accélérée, comme je l'ai dit, par cette crise financière qui nous ferait peut-être passer notre budget de la défense, non pas de 2%, mais à 1%. Alors dans cette hypothèse, on peut réfléchir sur ce qui fonde le socle de notre politique de défense. Et je voudrais attirer l'attention sur 3 éléments qui fondent notre politique de défense. Le premier, c'est évidemment la dissuasion nucléaire, je vais y revenir dans un instant, c'est le renseignement et c'est la recherche dans le domaine des hautes technologies et le maintien d'une BITD, d'une base industrielle et technologique de la défense, forte, innovante et compétitive, alors même que les exportations d'armement françaises sont au plus bas. Alors la dissuasion nucléaire, juste un bref mot avant de conclure, eh bien, elle a des effets immédiats qu'on connaît et des effets indirects sur les capacités nationales dans de très nombreux domaines militaires qui garantissent à la France un rang qui outrepasse celui offert par ses seules capacités industrielles et économiques. Prise au sens large, la dissuasion a des effets induits qui s'avèrent essentiels dans la course aux capacités militaires qui garantiront au pays le maintien de ses aptitudes à dissuader, à peser dans le concert des nations et à maintenir son rang. Et de la dissuasion nucléaire
découle un certain nombre de grands programmes qui sont extrêmement prometteurs pour l'avenir. Je pense au laser mégajoule, qui sert à la simulation, mais qui pourrait servir aussi à des activités dans l'espace. Je pense aussi à tous les travaux sur la métallurgie fine, etc., qui permettent de penser des charges nucléaires qui peuvent faire un rebond sur l'espace extra-atmosphérique et ainsi ruiner toute possibilité de défense antimissile. Bref, la dissuasion nucléaire, elle est importante non pas seulement pour l'effet de dissuasion, mais elle est importante pour notre maintien en tant que puissance majeure. Alors, le caractère central des 3 fonctions que je viens d'évoquer n'est pas synonyme de renonciation systématique aux autres fonctions traditionnelles. Simplement, je pense que si on en venait à une révision difficile, certes, mais nécessaire de notre outil de défense, les fonctions traditionnelles de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air devraient être revues et sans doute revues considérablement à la baisse. Alors, est-ce que tout ça est possible en 2015 ? Je doute, on en doute tous. C'est sans doute souhaitable. Et si ce n'est pas en 2015, peut-être 2 années après, ou c'est peut-être fait avant, du fait de cette crise que j'ai évoquée et qui sera déclenchée par la faillite du Japon. Merci. Merci. Merci pour cette parabole audacieuse du pays du soleil levant au risque du couchant de notre défense, mais c'est aussi l'intérêt de cette chaire et de ses travaux, de provoquer parfois un peu les questions, les esprits sur l'ensemble de ces sujets. Nicole Lesotho. Merci beaucoup. Ce n'est pas du speed dating, mais c'est du speed stratégique. Normalement, quand on fait de la prospective, on doit s'abstraire de l'actualité immédiate pour essayer de dégager des lignes futures. Mais comme on nous a demandé de faire de la prospective uniquement pour l'année 2015, j'ai décidé de rester dans l'actualité immédiate parce que je pense que l'année 2015 sera complètement façonnée par les attentats des 7 et 9 janvier et par leurs conséquences stratégiques. Alors je vais développer 4 points sur ces événements. Premier point, le terrorisme est le seul fil rouge stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et je me réfère à des travaux dans la revue Esprit sur le nouveau désordre mondial qu'on a publié au mois de septembre. On a une situation stratégique mondiale où les zones de théâtre sont très étanches les unes par rapport aux autres. Tout ce qu'ont dit mes camarades sur la Russie, le Japon, la Chine, tout ça est très vrai et tout ça est très étanche également par rapport à la mondialisation économique puisque le commerce ne crée pas la paix. Le seul point qui relie ces différents théâtres stratégiques, qu'il s'agisse de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et peut-être un jour de l'Asie, c'est le terrorisme. C'est donc le seul fil rouge et en cela c'est une vraie menace stratégique parce qu'il a une capacité de globalisation des menaces régionales qui est tout à fait significative. Et j'insiste beaucoup sur ce plan-là et je ne sais pas comment l'appeler, c'est peut-être pas le terrorisme international. J'ai essayé d'inventer un mot mais ça ne marche pas très bien. Le terrorisme extérieur, parce qu'il est à la fois extérieur et intérieur. Mais ça c'est mon premier point. Deuxième point qui me paraît devoir marquer, qui est une conséquence de ces attentats, qui va marquer l'année 2015, c'est ce que j'appelle la confusion stratégique. Dans les précédents livres blancs, on avait beaucoup parlé de complexité, d'incertitude stratégique. Moi, j'ajoute la confusion, parce que c'est très difficile aujourd'hui, dans nos pays, et pas seulement en France, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans nos interventions. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut que nos alliés viennent avec nous. Mais pourquoi faire ? Est-ce qu'on a eu raison d'aller en Libye ? Est-ce qu'on a eu raison de ne pas aller en Syrie ? Quelles sont les valeurs que l'on défend ? Qui peut me dire quels sont les intérêts de la France en Égypte ? Où sont nos valeurs et nos intérêts de sécurité ? Est-ce que ça coïncide ? Jamais on a été dans une situation de complexité intellectuelle pour penser le monde et la réponse à ces menaces qui fait que ce qui me paraît essentiel aujourd'hui par rapport à cette atmosphère de confusion stratégique, c'est non pas simplement la veille stratégique, mais c'est la veille politique. Il n'y a plus, me semble-t-il, de distinction entre la priorité stratégique et la priorité politique, démocratique dans nos pays. Et ça, je crois que c'est aussi un point tout à fait fondamental pour 2015. J'aurais pu développer ce phénomène de confusion, de continuum, confusion entre la menace intérieure, 3e génération, et la menace extérieure, confusion dans nos alliances,
parfois nos alliés financent ses propres groupes terroristes, confusion dans nos moyens d'intervention. Nous allons au Mali, c'est la première ligne de défense extérieure, pour ensuite combattre les groupes terroristes à l'intérieur, continuum dans les moyens entre l'armée, la police, la justice, etc. etc. Donc il y a énormément de nouveaux comportements intellectuels qui doivent découler de ces attentats des 7 et 9 janvier. Troisième point, l'inconnue américaine. Je crois que c'est la première fois, me semble-t-il, je ne suis pas une spécialiste des États-Unis, mais je crois que c'est la première fois, dans l'histoire moderne en tout cas des relations atlantiques, que nous avons une Amérique qui fait dans le monde exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. C'est la première fois. Nous avons une Amérique contrainte. C'est-à-dire, quand il arrive au pouvoir, M. Obama veut 4 choses. Le renouveau avec la Russie, le fameux reset, la dévolution aux Européens de ce qui n'est pas fondamental pour les États-Unis, c'est-à-dire l'Afrique, la Libye et toutes ces choses, la Géorgie, les petites choses qui ne sont pas stratégiques pour l'Amérique, le pivot en Asie, donc le repositionnement complet de la priorité stratégique des États-Unis en Asie, et puis le désengagement des GI de toutes les crises extérieures de toute la génération Bush. Deuxième mandat d'Obama, qu'est-ce qu'on va? Exactement le contraire. Monsieur Obama est maintenant le leader d'une coalition internationale sur la grande zone Moyen-Orient, avec pour l'instant des frappes aériennes, mais des forces spéciales au sol et peut-être un jour des troupes au sol, je n'en sais rien. Et deuxièmement, sur l'Europe, monsieur Obama est obligé de promettre à ses alliés européens, Russie oblige, le positionnement de 150 chars américains, des manœuvres communes, toutes choses que l'Amérique pensait appartenir au temps de la guerre froide. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Une Amérique contrainte de faire le contraire de ce qu'elle voudrait, je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas un bon allié. Ce n'est pas a priori la recette pour que ce soit un bon allié. Et c'est à mon avis une configuration nouvelle. Je crois que les Européens auraient tort de croire que le retour de l'Amérique dans les questions stratégiques européennes est une bonne nouvelle. Je crois que c'est l'inverse. L'européanisation aujourd'hui des États-Unis est plus un signe, me semble-t-il, du chaos du monde que du retour de l'Europe dans les priorités américaines, et il faut éviter qu'il y ait des malentendus. Dernier point enfin sur l'Europe. Pendant les attentats du 11 septembre 2001, beaucoup d'analystes disaient le 11 septembre 2001 a changé le monde. En fait, on s'est aperçu qu'il n'avait pas changé le monde, mais qu'il avait changé l'Amérique, en mal. Alors là, on peut penser que les attentats des 7-9 janvier vont changer l'Europe, j'espère en bien. Il y a au moins 2 points sur lesquels je voudrais insister pour conclure, sur la prospective européenne, indépendamment de tout ce qui a été dit, y compris par Louis Gauthier, sur l'importance des élections électorales. C'est un point de fragilité, mais qui est différent de mon propos. Mais 2 points sur donc l'enjeu européen. Premièrement, je crois qu'il est venu l'heure de l'autocritique européenne, en particulier sur ce qu'on appelle la prévention des crises. L'Europe se targue depuis toujours, avec un très bel angélisme parfaitement décrit par Hubert Védrine, d'être le champion du monde de la prévention des crises. Nous avons tout faux. Nous n'avons rien prévenu. Nous avons une politique étrangère au niveau européen qui est absolument nulle, inexistante. Et quand elle existe, elle se contente de donner des millions, des centaines de millions d'euros à des pays qui sont les plus en crise de la planète sans aucun contrôle. Je crois qu'il faut revoir complètement le dossier à la fois de l'aide publique au développement et de la politique étrangère européenne. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur le plan, non pas de la prévention cette fois, mais de l'action. Il y a un certain nombre de choses que les Européens peuvent faire et doivent faire, me semble-t-il, et qui pourraient leur donner, indépendamment des risques économiques, mais un sentiment de solidarité de destin, qui sont 4 points sur les passeports, le contrôle d'Internet, la révision de Schengen et la constitution d'un fichier de repris de justice accusée de terrorisme. J'ai passé toute ma vie à militer pour l'intégration européenne. Je continue et je crois que cette intégration européenne ne peut pas se faire si on ne fait pas d'abord cette étape de l'autocritique et de l'action. Je termine en disant pour l'Europe un dernier point. Le contrat de base de l'Europe, c'était 2 choses. C'était prospérité et sécurité. La prospérité est aujourd'hui un point d'interrogation. Donc on a déjà une très grande fragilité du contrat européen, même si on peut espérer que les perspectives plus positives sont devant nous. Sécurité, jusqu'à maintenant, elle était assurée par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. On a aujourd'hui ici encore de nouveau un autre point d'interrogation, parce que le monde a changé, parce que l'Amérique a autre chose à faire. Et donc, si les Européens ne répondent pas eux-mêmes à ces 2 points d'interrogation, alors on peut faire du souci, effectivement, pour le contrat européen. Merci.